Bonjour, bienvenue dans la troisième et dernière vidéo de notre série sur la préparation des courses arctiques. J'espère que vous allez bien, que les précédentes vidéos vous ont plu. Et aujourd'hui, nous allons aborder la question de l'équipement. En premier lieu, commençons par l'équipement personnel, à savoir ce que vous porterez sur vous, et ainsi que les habits et les chaussures. Ce qu'il faut savoir pendant les courses arctiques, c'est qu'il y a des choses qu'il faut à tout prix éviter. Il faut à tout prix éviter d'avoir froid. L'hypothermie est vraiment un des risques majeurs durant ce genre d'événement. Et l'autre chose, c'est d'éviter de transpirer. Donc la gestion de la thermie, c'est vraiment la colonne vertébrale de tout votre équipement. Ce qu'il faut avoir en tête quand vous allez vous préparer, quand vous vous équipez. Pour ça, je trouve que le système des multicouches est le plus efficace. Donc c'est celui qu'on utilise en général en alpinisme, en montagne, dans presque tous les sports actuellement, et qui permet vraiment de gérer en fonction de son métabolisme, de sa constitution, au mieux, de la manière la plus fine, les vêtements et la thermie. Donc ces couches différentes, elles peuvent aller de 3 à 6 selon votre frilosité. Personnellement, quand il se met à faire très très froid après plusieurs jours de cours, j'ai jusqu'à 6 couches sur moi. Ça va de la couche thermique très fine sur la peau à la toute grosse doudoune qui tient à plus de moins 40, moins 45 degrés. Voilà, donc en général, pour faire simple, c'est souvent une couche thermique à même la peau, suivie d'une polaire ou d'une veste en mérinos ou voire une soft shell. Ensuite, la Gore-Tex. Et puis après, vous pouvez avoir encore une à deux couches en fonction de ce que vous avez besoin. À côté de ça, toujours avoir plusieurs chapeaux, plusieurs bonnets différents. Donc, que ça soit simplement des caches-oreilles ou que ça soit carrément le bonnet complet. Et différents, j'entends par là de températures différentes, c'est-à-dire que si se met à faire froid, il faudra avoir un bonnet en polaire plus chaud que la journée où la température est plus clémente et vous pouvez vous contenter de quelque chose de léger, voire de rien du tout. Donc, au niveau de la tête, très important. Aussi au niveau du cou, moi j'ai toujours un buff sur moi. L'autre avantage du buff, c'est que vous pouvez l'utiliser comme cache-nez. Ce qui n'est pas, ce qui est un avantage énorme, surtout quand il se met à avoir du vent. Il y a des protections spécifiques qui existent, qu'on appelle les nosebands, qui se mettent vraiment sur la partie du nez afin de protéger le nez. Voilà, des fois il y a besoin et des fois il n'y a pas. J'en ai pas eu besoin sur la Rovaniemi, sur aucune des fois que j'y ai participé. Par contre, en expédition, je l'utilise. Euh, le buff, par contre, je trouve que c'est pratique parce que vous pouvez juste le remettre, le descendre dès que vous avez trop chaud ou plus besoin, vous le remettez quand il fait froid. Autre chose importante et utile, c'est la cagoule complète que vous utiliserez quand il y a plus de blizzard ou qu'il fait nettement plus froid. Ça fait également une excellente protection de cou quand vous la descendez. Puis vous pouvez la remonter, ça vous fait une protection d'oreille, une protection de nez et de bouche dès qu'il se met à faire plus froid. En course arctique, ce qu'il faut faire très très attention, c'est les engelures, donc que ce soit le nez, les mains et les pieds. Donc c'est ces endroits-là, et les oreilles, pardon, c'est ces endroits-là auxquels on va prêter un maximum d'attention. Donc par rapport au nez, aux oreilles, je viens de le couvrir par l'équipement de la tête. Ensuite, les mains. Pour moi, je trouve vraiment nécessaire d'avoir plusieurs gants différents et surtout des couches différentes. J'ai toujours un tout petit gant à même mes mains, que ce soit un gant en soie, un gant très fin, qui permet de faire toutes les manipulations avec, sans jamais jamais les ôter. Et puis ensuite, par-dessus, j'ai soit des mitaines, hein, ces gants que vous pouvez en rabattre ou le haut ou l'enlever selon le froid et également les très grosses moufles dès qu'il se met à faire plus froid. Pourquoi j'ai ces gants très fins sur moi tout le temps? C'est parce qu'avec la neige et le froid, on veut à tout prix éviter le contact des doigts avec l'élément humide et mouillé. Dès que vous faites vos manipulations, plus il fait froid, plus il faut aller vite, même très très vite. Et dès que nos doigts touchent la neige, vous pouvez avoir rapidement l'onglet et souvent on ne la sentait même pas et l'engelure peut arriver très vite. Donc afin d'éviter tout problème à ce niveau-là, moi je n'enlève jamais la sous-couche.
L'année passée, je suis quand même revenue avec les 2 majeurs que je sentais quasiment plus parce que à force de faire mes manipulations, j'ai eu un trou dans mon sous-gant et à ces 2 endroits-là, j'ai fait des tout débuts d'engelure. Il y a eu des gens qui en ont eu sur certaines des courses, notamment la Rovaniemi, très souvent à Arrowhead et puis d'autres de ces courses au Canada. Les gens reviennent avec des engelures sérieuses aux doigts, aux pieds, jusqu'à aller à l'amputation des doigts de pied. Donc, veillez très bien, enfin, absolument à ce point-là. Ensuite, au niveau du bas du corps, j'ai toujours un collant et plus un pantalon de course par-dessus. Après, selon de nouveau votre sensibilité, votre constitution, vous pourrez aller simplement avec un, un pantalon de course à pied chaud, thermique. Voilà, moi j'ai toujours entre 2 et 3 couches sur les jambes également selon le froid. Et même un pantalon en plume, comme une doudoune en plume en fait, pour le soir au bivouac, selon le temps que j'ai prévu de m'arrêter, et si ça m'a faire très très froid. Je suis même capable de le porter la journée si les températures restent en dessous de -25. Donc à nouveau à tester. Je trouve que ce qu'il faut garder en tête, c'est de ne jamais avoir d'humidité qui rentre et qui vienne toucher votre peau. Donc que ce soit sur les jambes, les pieds, les mains, le haut du corps. Veillez absolument à ce que votre corps reste le plus sec possible. Pour ça, vous pouvez aussi utiliser un pantalon Gore-Tex très fin qui évitera une grande partie du vent et de l'humidité, tout en restant très léger et respirant. Au niveau des pieds, alors ça c'est encore un grand paramètre. Alors, il y a plusieurs choses. Je cours personnellement en chaussures minimalistes, c'est-à-dire que j'ai des baskets très flexibles qui ont quasiment aucune isolation avec le sol. Donc, pour ma part, je pars avec une coque en néoprène spéciale que j'achète chez Below Zero, que je colle avec la colle chaude tout autour de la chaussure. Il y a la démonstration sur mon blog à ce sujet-là. Ça me permet de garder le pied à l'abri de la neige pendant toute la course. Par contre, il y a un désavantage, c'est qu'il faut changer régulièrement de chaussettes, sinon vous avez le pied qui devient trop humide. Par contre, le pied reste vraiment à l'abri du froid. L'autre possibilité qui existe, c'est les guêtres de vélo. Vous pouvez mettre par-dessus la chaussure. Certains les cousent, d'autres les collent. C'est aussi une bonne protection, un peu moins contre le froid, mais qui aide bien. À combiner avec des chaussettes Gore-Tex. Il y en a plusieurs qui existent et ça c'est vraiment bien. Ça permet de vraiment garder l'humidité à l'extérieur de votre pied. Par contre, je trouve aussi qu'il faut vraiment isoler tout le reste de la jambe, sinon vous avez le risque que la neige rentre par le haut et rentre finalement dans votre chaussette. À nouveau, changez régulièrement de chaussettes, quel que soit le nombre de paires que vous ayez, afin d'éviter que l'humidité vienne de l'intérieur et donc que vos pieds risquent de geler quand même. Donc pour les chaussettes, 1 à 2 paires selon votre habitude. Moi, je suis sur 2 paires en général parce que sinon il fait quand même trop froid. Et pour ça, je prends toujours une paire de chaussures qui a une taille en plus que mes chaussures de running habituelles. Comme ça, vous avez suffisamment d'espace pour votre pied à l'intérieur. Si vous avez un pied qui est trop serré, là, vous risquez à nouveau d'avoir des problèmes de circulation et de froid. D'autres personnes sont parties sur des chaussures plus lourdes, avoir des chaussures de marche. Pour moi, c'est difficile d'imaginer faire la course avec ça. Par contre, il y en a qui arrivent et qui le font très bien. Donc, ça dépend de nouveau de votre habitude. Et là, c'est sûr qu'il y a moins d'humidité qui rentre. C'est plus facile de les isoler de l'extérieur que des baskets. Mais de nouveau, il faut régulièrement changer de chaussettes. Donc ça, c'est une règle très très importante. Et puis ensuite, avec des guêtres par-dessus la chaussure pour éviter que la neige s'infiltre par le haut. Donc si je résume, évitez à tout prix de transpirer, évitez d'avoir froid, évitez que l'humidité rentre, que le froid, l'eau touche votre corps où que ce soit. Et puis à nouveau, changez régulièrement de chaussettes, voire de sous-couche, la première couche que vous avez sur votre peau, si vous avez quand même cette tendance à transpirer. Il faut prévenir à tout prix de l'hypothermie. L'année passée, il a fait froid sur la Rovaniemi, enfin sur toutes les courses, que ce soit la 66 ou la 300. Et à la 150, il y a eu plusieurs abandons à cause de ça, des gens qui étaient en hypothermie. Donc c'est quelque chose auquel on n'échappe pas si facilement. Au niveau du visage, il y a encore une chose qui est importante, c'est les goggles, donc les fameuses lunettes contre le vent, quand il y a le blizzard,
quand ça se met à souffler avec ces cristaux qui vous piquent la peau, il faut essayer de protéger au maximum le visage pour pas faire d'engelure non plus au niveau des joues, du nez, de la bouche, même du front. Moi, j'ai des goggles transparentes, vous les trouvez facilement dans les magasins de moto ou de vélo. Et puis ça, c'est pratique, vous pouvez les mettre même quand le temps n'est pas excellent, même de nuit, s'il faut, ça ne vous empêche pas du tout de voir où vous allez. D'accord? On a un look fabuleux avec ça. Alors voilà, je crois que j'ai couvert dans les grandes lignes tout ce qui concernait l'équipement de la personne. Passons à présent à l'équipement Poulka et à embarquer. Alors, l'équipement que vous allez prendre avec vous. Donc, je vous avais dit que je partais ici sur la Poulka plutôt que sur le sac à dos. Pour quelle raison? Pour une course très courte, c'est-à-dire d'une journée à peine, vous avez besoin de peu de matériel avec vous, donc il est possible de partir sur sac à dos. Les distances sont aussi nettement plus courtes, donc la pression sur votre corps sera nettement plus légère, surtout d'une durée bien plus courte. Pour le reste, pour des courses de 2 jours, même de moins de 48 heures, comme la Rovaniemi 150 ou la Arrowhead qui peut durer entre 2 jours et beaucoup plus selon les conditions, je partirai sur la Poulka. Pour plusieurs raisons. Déjà, vous pouvez avoir beaucoup plus de facilité pour votre pactage, pour le matériel que vous prenez. C'est plus facile voilà, de l'équilibrer, de s'organiser, de savoir où vous avez mis vos affaires. Et puis la deuxième raison, c'est pour votre corps, au niveau de la mécanique de votre corps. Quand vous allez courir, marcher des heures dans la neige, qui est déjà un élément difficile pour la structure corporelle, si vous, en plus, vous lui ajoutez la lourdeur du sac, vous risquez beaucoup plus la tendinite. Sans parler de la fatigue musculaire qui est nettement plus accrue. La Poulka, quand la neige est assez froide, de toute façon sur neige elle glisse beaucoup mieux. Plus la neige est froide, plus elle va vite, donc elle est relativement aisée à porter ou à tirer, pardon. Quand vous êtes en montée, ben c'est clair qu'on la sent. Ça ne va pas vous permettre d'aller aussi vite que sans sac, sans rien du tout, sans aucun harnachement. Mais n'empêche que l'encombrement, voilà, en comparaison est nettement plus aisé avec la Poulka qu'avec le sac à dos. Il y a quand même eu passablement d'abandon de nouveau parce que les gens étaient partis avec sac à dos et puis que le poids du sac à dos par rapport aux heures et aux heures dans la neige, ça avait fait causer trop de blessures. Voilà, donc moi je pars pour la Poulka. On avait vu dans la vidéo précédente comment vous entraîner à la tracter. Au niveau de la Poulka, je trouve que l'équipement que vous prenez avec vous, ne soyez pas trop minimaliste. Il y a des choses qu'il faut quand même avoir. Vous avez un équipement de base que l'organisation vous oblige à avoir, donc celui-là, ayez-le, vous n'avez pas le choix. Ensuite, ne lésinez pas sur l'eau chaude à transporter avec vous. Donc, ayez 1 ou 2 thermos avec vous. Vous gagnez du temps, ça vous évite de réchauffer de l'eau trop souvent, ça vous évite de faire fondre cette neige, ça prend du temps, etc. Donc, si vous avez 2 thermos, vous avez au moins de l'eau qui restera peut-être pas chaude, mais au moins tiède et buvable tout le long de votre expédition. Ensuite, moi je ne lésinerai pas non plus sur la qualité des choses que vous prenez. Le sac de couchage, prenez quelque chose qui vous convienne réellement. En général, il y a des quotas des normes minimales qui sont indiquées par l'organisation, mais fiez-vous à vous-même. Si vous êtes très frileuse, surtout mesdames, hein, moi j'ai vraiment un sac qui me tient très chaud parce que je sais que j'ai besoin de pouvoir, même si je dors 2 heures, récupérer un maximum pendant ces 2 heures-là. Donc ne lésinez pas sur la qualité. Ensuite, ne vous chargez quand même pas trop de choses totalement inutiles que vous n'aurez pas le temps d'utiliser ou de manger pendant cette course-là. Donc, tout ce qui est barres énergétiques, veillez bien à ce que ce soit des barres qui ne gèlent pas facilement. Et ayez tout qui soit emballé au maximum dans du néoprène ou à l'intérieur de votre sac de couchage, à l'intérieur de votre grosse doudoune. Comme ça, vous risquez de vous diminuer nettement le risque de gel de tous vos aliments. Une autre chose, voilà, personnellement, j'emballe tout de cette manière-là. J'ai suffisamment de chaussettes, de vêtements de rechange avec moi. Ça pèse rien, ça je le prends. Ensuite, sur une course relativement courte, selon ce que l'organisation vous fournit, vous n'avez pas besoin de réchaud.
Après, si c'est le cas, mesurez ben, que vous ayez suffisamment d'essence ou de gaz pour votre réchaud. Veillez à ce que votre équipement soit adapté aux conditions climatiques, pas que vous ayez tout qui gèle parce que ça ne tenait pas en dessous de -15. Et puis, sachez que tout ce que vous allez embarquer va geler si c'est pas suffisamment protégé. Donc, tout gèle très rapidement. Hein, votre sac sera tout dur, vos habits seront tout durs. Donc, la moindre humidité ensuite fait geler tous les éléments que vous avez dans votre poulka. Au début, ça va. Et puis, à force qu'on l'ouvre, qu'on la referme, qu'on l'ouvre, qu'on la ferme, il y a forcément un peu de neige qui rentre. Et donc, tout gèle. Donc, ce que vous avez besoin, les choses indispensables, ayez-les sur vous. J'entends par là les batteries de réserve pour votre lampe de poche, tout ce que vous allez utiliser, votre téléphone portable de sécurité, tout ça, ça doit être sur vous. Sinon, les batteries meurent beaucoup trop vite. Avec le froid, il n'y a rien qui tient. Ensuite, ce que vous allez manger, mettez-y sur vous. Ça vous permet aussi de garder la nourriture à température plus ou moins ambiante, mais pas gelée. Voilà, ça, j'en reviendrai peut-être un peu plus en détail pendant le Facebook Live qu'on va faire. Sur la revanimie par la suite. Je trouve que ça serait intéressant de venir sur l'alimentation. Donc voilà par rapport au matériel. Moi, j'ai tout autour de moi et sur moi. J'ai une ceinture à l'intérieur, sous mes vestes, qui me permet d'avoir le GPS, tout ce que j'ai besoin qui doit rester à température sur moi. Certains ont des sacs à dos. Alors là, sachez une chose, tout ce qui est à l'extérieur gèle. Donc réfléchissez bien avant de prendre des gourdes de type en trail sur les bretelles avant. Parce que ben voilà, si vous faites votre course et que vos bouteilles sont gelées, vous serez très embêté. Il y a encore un petit truc à savoir avec la boisson, ne mettez rien d'autre que de l'eau. Surtout jamais de boisson énergétique dans vos gourdes si vous ne voulez pas qu'elles gèlent avec la rapidité de l'éclair. D'accord? Donc voilà un peu pour l'équipement. Ski, les skis, je ne vais pas aborder là, c'est trop long. Par contre, raquettes, prenez des raquettes qui soient adaptées à votre course, pas seulement par la légèreté de la course, la légèreté pardon, de la raquette, mais par rapport à la course, au dénivelé, à la conception du terrain, à votre constitution. Si vous êtes très lourd, ne partez pas sur une raquette trop légère, elle vous servira à rien, ce sera du poids inutile. Donc idem pour les bâtons, des bâtons légers, oui, mais suffisamment solides pour qu'ils tiennent la traction dans la grosse neige quand ils s'enfoncent. Voilà, que votre matériel vous soit sûr, soit une valeur sûre et pas quelque chose que vous avez vu trop minimaliste et qui ne va pas tenir sur la durée. Il y a beaucoup de contraintes qui est mis sur tout votre équipement, donc voilà, ne lésinez pas sur la qualité de ce que vous emportez avec vous. Il s'agit quand même de votre survie, donc ne lésinez pas sur votre vie. Là, je crois que j'ai fait le tour. Je vérifie juste. Ah oui, là, j'ai dit pas mal de choses. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve d'ici 2 semaines pour un Facebook Live. Je vais mettre toutes les informations sur ma page Facebook et sur le blog. Ça me ferait plaisir de savoir combien de personnes, plus ou moins, vont participer. Ça sera un dimanche en fin de journée, vers 4-5 heures. Et je pense, voilà, l'idée que j'avais, c'était d'aborder la nutrition en course arctique. Maintenant, s'il y a d'autres sujets qui vous intéressent, on peut. Ça sera un live de 30 minutes. Donc, n'hésitez pas à mettre vos commentaires, les sujets que vous aimeriez aborder. Et puis, je vais regarder pour aborder le sujet qui intéresse le plus grand nombre. Voilà, nous arrivons au terme de ces 3 petites vidéos. J'espère que ça vous a plu. Moi, en tout cas, je me suis bien amusée à les filmer. Alors, au plaisir de vous rencontrer par la suite sur le Facebook Live. N'hésitez pas à me contacter sur le blog et d'ici peu, je vais me lancer dans les vidéos en anglais. À tout bientôt. Bye bye!